Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Le droit et le travers. Lise Goutman. Maître Nathanaël Meister, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise Gutmann. Alors, ce matin, on va d'abord évoquer avec vous la décision de la Cour internationale de justice rendue le 26 janvier sur les mesures provisoires. Expliquez-nous. Ce qui est extraordinaire depuis le 26 janvier, c'est de voir tous les amis de l'Afrique du Sud et les mouvements de gauche français crier victoire, alors qu'en réalité, c'est une défaite flagrante pour eux. Et il suffit pour s'en rendre compte de parcourir la décision de la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud avait demandé un très grand nombre de mesures provisoires et puis surtout avait demandé que soient jugées trois choses. Oui. D'abord qu'il y avait un génocide en acte en train de se commettre. Ensuite que ce génocide en acte était lié à une intention génocidaire que l'Afrique du Sud démontrait de façon assez curieuse et scandaleuse par toute l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que l'existence même d'Israël et tout son parcours historique ne pouvait qu'aboutir à un génocide dans les écritures sud-africaines. Oui. C'est vraiment une contrefaçon de l'histoire et un mensonge terrible. Oui, et puis la troisième chose, c'est qu'il y avait en plus un risque de génocide. C'est-à-dire qu'ils embrassaient très large. Et puis ils demandaient 16 ou 17 mesures provisoires extrêmement détaillées, extrêmement longues, extrêmement contraignantes. Qu'est-ce que décide la Cour internationale de justice ? D'abord, elle reconnaît qu'Israël a riposté aux attaques du 7 octobre. Oui. Or, on sait, d'autres commentateurs l'ont dit, que dans les écritures de l'Afrique du Sud, il n'était jamais, quasiment jamais, à part un très très court paragraphe, et sans lien de causalité par ailleurs avec le reste du texte, il n'était jamais fait référence aux événements du 7 octobre. Pour l'Afrique du Sud, l'attaque israélienne était une attaque préméditée de longue date, s'installant dans un plan génocidaire. C'est une honte. C'est une honte, c'est du culot, surtout quand on sait, quand on connaît l'apartheid qui a régné là-bas pendant des années et des années. Et qui sans doute continue de régner sur un front inversé, mais passons là-dessus. Oui. Donc, la Cour dit que clairement que l'attaque israélienne est liée aux événements du 7 octobre et donc d'une certaine façon reconnaît la nécessité de cette attaque au nom du droit de chaque pays à se défendre, à défendre sa population, à défendre ses frontières, etc. Donc déjà, la nécessité de l'intervention israélienne n'est pas remise en cause par la décision de l'AS, qui est déjà immense. Par ailleurs, tous les arguments sur l'intention génocidaire ou le génocide en acte sont complètement balayés. Il n'y a pas de génocide en acte. Ce que dit la Cour, c'est qu'il y a les éléments donnés par l'Afrique du Sud peuvent laisser penser qu'il y a un risque de génocide, autrement dit une potentialité de génocide. Et quand il y a alors sur quoi s'appuie, on y reviendra, elle s'appuie essentiellement sur les sources onusiennes, dont la fameuse UNRWA, pour dire ça. Oui. Elle s'appuie sur la fameuse UNRWA et sur les déclarations de son président ou directeur général Philippe Lazzarini pour dire qu'il y a une situation qui peut potentiellement créer un risque génocidaire. Oui. Et donc, sur cette potentialité, prend des mesures d'urgence qui ne sont pas du tout les mesures attendues par l'Afrique du Sud ou demandées par l'Afrique du Sud. Et il y en a même une qui est hostile à l'Afrique du Sud. Elle dit simplement « Je demande à Israël de veiller à ce qu'il n'y ait que ne se produise évidemment aucune action génocidaire, c'est-à-dire que les civils soient épargnés et que cette action, de la façon dont Israël s'y prend pour épargner les civils, soit clairement documentée. Autrement dit, je demande à Israël de vérifier la façon dont elle exécute ses opérations et qu'elle me documente la façon dont elle épargne le plus possible dans ses buts de guerre les vies palestiniennes. Je demande à Israël de réprimer s'il y a des discours génocidaires qui sont tenus par des cadres ou que sais-je, de la population ou des influenceurs ou des décideurs, etc., de réprimer toute initiative visant à provoquer un génocide, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr. Et d'accélérer l'aide humanitaire. Autrement dit, ce que demande la Cour internationale de justice, c'est déjà ce que demande la Convention de 1948 sur le génocide. Donc, il n'y a absolument rien de nouveau. Il y a absolument rien. Il y a une confiance qui est faite même à Israël pour appliquer ces mesures. Et il n'y a aucun jugement moral défavorable sur Israël dans cette affaire. Donc c'est très positif quelque part. C'est pas quelque part, c'est une décision qui est très positive on est d'accord, pour Israël sur un front qui était très mal annoncé. Et même le peu d'éléments sur lesquels se base la CIJ, la crédibilité est immédiatement mise en cause, puisque dès le lendemain,
Israël riposte en quelque sorte à cette décision en délivrant pour la première fois des éléments de preuve très graves contre l'UNRWA, justement, dont les déclarations de Philippe Lazzarini, qui n'est pas un Français d'ailleurs, contrairement à ce que le nom l'indique, qui est un Suisse, qui est un Canado-Suisse, et qui est évidemment qui est marqué d'une hostilité envers Israël permanente, constante et militante. Donc la Cour se base sur les déclarations de ce monsieur, et tout à coup, on a une délivrance de preuves assez lourde contre les cadres et employés de l'UNRWA qui sont suspectés, preuve à l'appui, d'avoir, pour certains, participé au massacre directement, pour d'autres, enlevé des civils et les avoir hébergés, de les avoir retenus en otage chez eux, et pour d'autres, acheminer des munitions, etc. Mais alors, on parle d'une douzaine, je crois. Pour l'instant, on a 12 dossiers. On a 12 dossiers, c'est ça. Mais ce qui est intéressant dans les dossiers qui sont apportés par Israël, c'est que, de ce qu'on a pu voir ce qui a été mis dans le domaine public par le New York Times notamment, mais pas seulement, c'est qu'il y a moi, j'ai vu 3 documents qui sont tout à fait intéressants et qui sont des demandes officielles signées par le Hamas à destination d'un responsable de l'UNRWA et demandant des mises à disposition fin septembre, début octobre, pour un certain nombre de jours, incluant la période du 7 octobre, de cadres enseignants de l'UNRWA afin qu'ils s'entraînent ou qu'ils puissent participer à des opérations d'entraînement. Autrement dit, il y a une demande officielle formée à l'UNRWA par le Hamas, et l'UNRWA accède à cette demande, ce qui montre qu'il y a une collaboration en quelque sorte entre les deux groupes avec des mises à disposition ou des détachements de personnel, et que c'est donc une procédure usuelle, et que par ailleurs on n'imagine pas que de telles demandes soient uniquement fortuites et liées aux événements du 7, elles doivent être régulières et nombreuses, et qu'enfin elles doivent remonter. Autrement dit, on ne peut pas imaginer que l'ensemble de la chaîne de commandement de l'UNRWA ne soit pas informé qu'une partie de son personnel retourne régulièrement au Hamas. D'ailleurs, on peut se demander si ces gens-là sont détachés de l'UNRWA vers le Hamas, ou ce ne sont pas des gens du Hamas détachés à l'UNRWA pour être payés, pour être pris en charge par l'UNRWA, et puis on peut imaginer la porosité idéologique du même coup entre ces... Bon. Et s'il y a 12 dossiers traités, prouvés, combien y en a-t-il non prouvés? Et peut-être qu'on va les retrouver dans les semaines qui viennent. Mais ceci dit, il aurait été très facile depuis 2015 qu'une organisation qui s'appelle UN Watch, Hillel Neuer, agite les questions de la collaboration entre l'UNRWA et le Hamas depuis 2015. Mais oui. Depuis 8 ans, 9 ans, que l'ONU est constamment sollicitée par UN Watch avec des éléments précis, des groupes Telegram, des investigations de cas, et qu'aucune investigation d'ensemble n'a été faite. Ça prouve qu'il y a une sorte de complicité, de laisser-faire, d'envie de ne pas voir, et que c'est aujourd'hui, sur ces 12 dossiers prouvés, grâce d'ailleurs à l'action de l'armée israélienne dans les territoires de Gaza, parce qu'ils ont trouvé des documents. Ils ont trouvé des preuves, des documents. Ils ont trouvé des documents et ils les relâchent auprès de la presse. Oui. Mais jamais l'ONU n'a enquêté sur son propre fonctionnement, malgré les alertes qui ont été faites. Donc il y a là, pour le moins, une complaisance et pour le pire, une complicité. Alors... Aujourd'hui, on s'aperçoit, Eva Soto l'exprimait dans le journal, on s'aperçoit que l'Europe est en train de se désolidariser de l'UNRWA. Alors évidemment, c'est important. C'est effrayant puisque c'est quand même un financement de près d'$1 milliard par an, si j'ai bien compris. La France ne contribuons habituellement que pour 22 millions d'euros. Contre une enveloppe de 250 millions d'euros donnée par les États-Unis et 200 millions d'euros donnés par l'Allemagne. C'est pour vous donner une idée, l'Allemagne finance 10 fois plus l'UNRWA que la France. Mais en 2023, la France a abondé de 60 millions d'euros. C'est-à-dire que fin 2000, je ne sais pas qu'est-ce qui a été donné entre octobre et décembre de cette année à l'UNRWA par la France. Ce serait intéressant de le savoir. Mais effectivement, aujourd'hui, suite à la décision américaine qui a été la première, qui a été pionnière, il y a un certain nombre de pays d'Europe qui ont décidé de suspendre ce financement. La question, c'est est-ce que ça suffira à faire démissionner déjà la direction de l'UNRWA qui paraît tout à fait responsable de ces agissements et de provoquer une véritable investigation? Ça, c'est le premier point. J'en doute un peu, surtout vu qu'il y a une situation de guerre sur place, les investigations seront difficiles. Et puis deuxièmement, est-ce qu'on trouvera moyen d'acheminer cette aide de façon plus responsable? Puisqu'on a vraiment un sujet là qui est comment aider la population civile palestinienne sans
aider le Hamas, sans financer le Hamas. Mais oui. Et il serait temps que les dirigeants européens se posent sérieusement la question. Je ne vois pas... On a comme l'impression quand même d'un frémissement et que peut-être ils sont en train de commencer à se poser la question. Écoutez, le problème des frémissements, c'est qu'ils peuvent durer longtemps, des années, et puis Oui. ils peuvent arrêter de frémir. Et puis Oui, si on en c'est est vrai. toujours au stade du frémissement, Oui. le problème, c'est qu'il faudrait arrêter de frémir, il faudrait agir. Oui. Alors, parallèlement, le Conseil constitutionnel a invalidé la loi immigration. Est-ce qu'il y a une dépendance nouvelle et majeure à l'égard des grandes cours de justice ? Écoutez, ce qui est frappant tout de même, c'est qu'on a vu toute la planète suspendue à la décision de cette Cour internationale de justice qui se réunit régulièrement. Mais oui, Il y a eu la même chose sur la Russie, personne n'en parlait. exact. Bon, je veux dire, on se rend compte quand même que de plus en plus, l'actualité est façonnée par la décision des cours souveraines. Oui, Et on voit, par exemple, en France, à titre d'exemple, que la loi immigration a été châtrée de 32 articles. Sur plus d'un tiers du texte a été invalidé, d'ailleurs sur des motifs procéduraux qui sont complètement d'opportunité et liés à la volonté du Conseil constitutionnel de ne pas sanctionner sur le fond. Mais enfin, on sent bien que s'ils avaient dû se prononcer sur le fond, c'est la même sanction. Ils ont voulu éviter la polémique de fond et ils ont sanctionné sur la forme. Mais n'empêche que on se rend compte que la politique des gouvernements dans des domaines cruciaux et qui relèvent de la souveraineté nationale, comme l'immigration, la sécurité, le droit pénal, toutes les questions liées à l'immigration, elles sont nombreuses, elles sont diverses, sont entièrement sous le joug, il faut bien le dire, sous la direction, sous la contrainte, sous l'examen scrupuleux et la censure de différentes cours suprêmes. Que ce soit le Conseil d'État, la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel, et puis bien sûr les organes souverains européens, la Cour européenne des droits de l'homme et toutes les cours souveraines. Donc on se rend compte tout de même que les gouvernements, et ça c'est devenu une question de politique publique, les gouvernements ne gouvernent plus sur des sujets essentiels sans un examen scrupuleux de la part de cours composées de juges dont tout le monde répète qu'ils ne sont pas élus et dont on sait l'investissement politique. On a vu en Israël ce qui s'est passé récemment. Je veux dire, on a eu 18 mois de crise politique majeure liée à la façon dont ce gouvernement, le gouvernement Netanyahou, a tenté de se défaire de l'emprise de la Cour suprême israélienne, qui est une emprise considérable sur la vie politique israélienne, puisqu'il faut comprendre que la Cour suprême israélienne est à la fois Conseil d'État, c'est-à-dire qu'elle juge de la validité des actes. Elle est à la fois Conseil d'État, elle juge de la validité des actes administratifs, voire même des actes du gouvernement, c'est-à-dire qu'elle récuse les nominations, par exemple, ce qu'on ne connaît pas en France. Mais donc chaque nomination est scrupuleusement étudiée, mais elle est également Cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle regarde la validité de la loi par rapport aux 12 lois qui ont valeur constitutionnelle, et surtout à un principe qu'elle a édicté, qui est le principe de raisonnabilité. Autrement dit, elle est la gardienne de la raison. Chaque décision, chaque loi, chaque décision gouvernementale est examinée à l'aune de savoir si elle est raisonnable ou pas. Autrement dit, si elle est proportionnée ou pas. Et c'est un examen scrupuleux. Est-ce que le gouvernement, est-ce que le décisionnaire a pris toutes les mesures pour en évaluer les conséquences ? Et c'est eux qui décident si la loi, si la décision est raisonnable ou pas. Et donc, il y a là une subduction du pouvoir gouvernemental par une Cour suprême. Et on a vu les difficultés qu'il y avait à diminuer le pouvoir de cette Cour suprême, puisque évidemment, c'est toujours au nom d'idéologies progressistes, des droits de l'homme et d'une certaine conception des droits individuels que ces cours justifient leur action et leur emprise. Et donc, ça pose la question, si on veut non pas aller dans le sens de ces droits individuels, de cette singularité des droits, mais du bien commun qui impose des sacrifices à certains droits, comment fait-on pour passer outre l'engagement de ces cours suprêmes ? Eh bien, on va terminer sur cette question et ça fera certainement l'objet d'une prochaine émission. Merci, maître Nathanaël Meister. À bientôt, Lise. À bientôt, au revoir. Radio J. Votre programme revient dans moins d'une minute.